Nous avons déménagé dans notre nouvelle maison en plein cœur de l'été. Mes parents étaient ravis d'avoir trouvé cette maison ancienne à un prix si bas. Elle avait un charme désuet avec ses murs en pierre et ses poutres en bois apparentes. Les voisins, pourtant, semblaient toujours garder une certaine distance lorsqu'ils parlaient de notre maison. J'ai entendu des murmures à propos de contes sombres, mais je n'y ai jamais prêté attention. Après tout, ce ne sont que des histoires, non? Dès le premier jour, une atmosphère étrange imprégnait chaque pièce. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais définir clairement, juste une sensation de malaise persistante. Mes parents attribuaient cela à l'âge de la maison et à son besoin de réparation. Moi, j'étais simplement excité par l'idée d'un nouvel environnement. Les premiers jours ont été consacrés à déballer nos affaires et à arranger nos chambres. Je me souviens avoir exploré chaque recoin de la maison, fasciné par ses nombreuses pièces et recoins. Pourtant, plus j'explorais, plus je ressentais cette sensation de ne pas être seul, comme si quelqu'un m'observait. Je me suis dit que c'était juste mon imagination, le produit de mon esprit fertile. Malgré tout, la maison avait quelque chose de captivant. Les escaliers en bois grinçaient sous nos pas, et les murs semblaient murmurer des secrets anciens. Le soir, lorsqu'il faisait noir, l'ambiance changeait complètement. Les ombres dansaient sur les murs et le silence devenait oppressant. C'était comme si la maison elle-même respirait, une entité vivante avec ses propres mystères. Mais j'étais déterminé à ne pas laisser ces sensations m'atteindre. Après tout, ce n'était que des histoires, rien de plus. C'est ce que je me répétais chaque nuit avant de m'endormir, ignorant les légers frissons qui parcouraient ma peau. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que cette maison avait beaucoup plus à offrir que ce que l'on pouvait voir à première vue. Quelques semaines après notre installation, des événements étranges ont commencé à se produire. D'abord, ce n'était que de petites choses. Des objets qui semblaient changer de place sans raison apparente, des portes qui se fermaient toutes seules, et ce sentiment constant d'être observé. Un soir, alors que je lisais dans ma chambre, j'ai entendu un bruit survenant du grenier. Mes parents m'ont assuré que c'était probablement un rat ou un oiseau, mais je savais que c'était autre chose. Une nuit, alors que je regardais la télévision avec mes parents, les lumières ont commencé à clignoter. Ma mère a dit en riant que c'était sans doute une vieille installation électrique, mais il y avait une peur dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas cacher. Mon père a vérifié le disjoncteur, mais tout semblait normal. Pourtant, les lumières continuaient de clignoter sporadiquement pendant les jours suivants. Un autre jour, alors que je passais devant la salle de bain, j'ai entendu des chuchotements. J'ai cru que c'était ma sœur, mais quand j'ai ouvert la porte, la pièce était vide. Les chuchotements se sont arrêtés dès que j'ai allumé la lumière. J'ai fouillé toute la maison, mais je n'ai trouvé personne. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. J'avais l'impression que quelque chose ou quelqu'un se trouvait dans la maison avec nous. Les conversations à la table du dîner devenaient de plus en plus étranges. Ma mère mentionnait souvent qu'elle sentait un courant d'air glacial passer près d'elle, même quand toutes les fenêtres étaient fermées. Mon père semblait de plus en plus préoccupé, bien qu'il essayait de le cacher. Il a commencé à passer plus de temps au travail, rentrant tard dans la nuit pour éviter d'être dans la maison. Pour ma part, je ne pouvais plus ignorer ces signes. La maison était ancienne, certes, mais ces événements n'étaient pas dus à son âge. Une peur silencieuse s'installait en moi, me faisant remettre en question ma propre rationalité. Je commençais à croire que les rumeurs des villageois n'étaient peut-être pas si infondées. Chaque bruit, chaque ombre, me faisait sursauter. Il était évident que quelque chose d'étrange se passait, quelque chose de bien plus sinistre que ce que nous avions imaginé. C'était une nuit comme les autres, du moins c'est ce que je pensais. Je m'étais endormi tôt, épuisé par une journée particulièrement longue. Soudain, au milieu de la nuit, je fus réveillé par un bruit étrange. Des pas lourds résonnaient dans le couloir. Au début, je pensais que c'était l'un de mes parents. Je me suis dit qu'il devait simplement se lever pour aller aux toilettes ou prendre un verre d'eau. Je me suis retourné dans mon lit, essayant de retrouver le sommeil. Mais les pas ne s'arrêtaient pas. Au contraire, ils semblaient se rapprocher de ma chambre. J'ai senti mon cœur s'accélérer, chaque battement résonnant dans mes oreilles comme un tambour. La porte de ma chambre, que j'avais fermée avant de me coucher, commença à s'ouvrir lentement, émettant un grincement sinistre. Je me redressai dans mon lit, les yeux grands ouverts, fixant l'obscurité qui envahissait la pièce. Et puis, je l'ai vue. Une silhouette sombre, immobile dans l'encadrement de la porte. Elle n'avait pas de visage,
juste une forme humaine noyée dans les ténèbres. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger ou de détourner le regard. La silhouette restait là, me fixant de son absence de visage, comme si elle attendait quelque chose. Elle commença lentement à avancer vers moi. Chaque pas était un supplice, mon souffle se raccourcissait, et une pression étrange s'abattait sur ma poitrine. C'était comme si l'air devenait plus dense, m'écrasant peu à peu. Je pouvais sentir le froid glacial émaner de cette présence, s'insinuant sous ma peau, jusqu'à mes os. Plus elle se rapprochait, plus cette sensation de suffocation s'intensifiait. Puis, à quelques mètres de mon lit, la silhouette s'évapora brusquement, disparaissant comme une ombre chassée par la lumière. La pression disparut, mais je restai cloué au lit, tremblant de peur. J'ai passé le reste de la nuit à fixer la porte, redoutant que la silhouette ne réapparaisse. Le silence était assourdissant, et chaque minute me semblait une éternité. Au petit matin, les premiers rayons de soleil me trouvèrent toujours éveillé, les yeux rougis par le manque de sommeil. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me permis de sortir de mon lit, encore secoué par ce que j'avais vécu. Cette nuit-là avait changé quelque chose en moi. J'étais maintenant certain que notre maison abritait bien plus que des murs et des souvenirs anciens. Le lendemain matin, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé pendant la nuit. Leur réaction m'a surpris. Au lieu de me rassurer en disant que ce n'était qu'un cauchemar, ils se sont regardés avec inquiétude. Mon père a pris un ton sérieux et m'a avoué qu'il avait aussi entendu des bruits étranges ces derniers temps, mais il n'avait pas voulu nous alarmer. Ma mère, quant à elle, confia qu'elle avait senti des courants d'air glacial passer près d'elle, même lorsque toutes les fenêtres étaient fermées. Face à ces révélations, nous avons décidé de faire des recherches sur l'histoire de la maison. Nous nous sommes rendus à la bibliothèque du village, où nous avons trouvé des journaux anciens et des archives locales. Après des heures de recherche, nous sommes tombés sur un article datant de plusieurs décennies. Il racontait l'histoire d'un homme qui avait été assassiné dans notre maison. Selon les archives, l'homme vivait seul et avait été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Son meurtre n'avait jamais été élucidé, et certains habitants croyaient que son esprit hantait encore les lieux. Cette découverte fit froid dans le dos. Chaque détail de l'article semblait correspondre aux événements que nous vivions. Les bruits de pas, les courants d'air, et surtout, cette présence sombre que j'avais vue. Nous avons alors compris que l'esprit de cet homme n'avait jamais trouvé la paix et qu'il errait toujours dans notre maison. Pour essayer d'en savoir plus, nous avons parlé avec certains des voisins les plus anciens du village. Ils étaient réticents à évoquer le sujet, mais l'un d'eux, un vieil homme au visage marqué par le temps, nous raconta ce qu'il savait. Il nous dit que depuis le meurtre, plusieurs familles s'étaient installées dans la maison, mais aucune n'était restée longtemps. Chacune avait été confrontée à des phénomènes inexplicables, et toutes avaient fini par partir précipitamment. Cette conversation confirma nos craintes. Notre maison était bel et bien hantée, et l'esprit qui y résidait ne comptait pas nous laisser en paix. Le vieil homme nous conseilla de quitter les lieux au plus vite, avant que les choses ne dégénèrent. Ces paroles résonnèrent en nous, renforçant notre sentiment d'urgence. De retour chez nous, l'atmosphère était devenue presque insoutenable. Chaque bruit, chaque ombre nous mettait en alerte. La peur s'était installée de manière permanente, et nous savions que rester ici plus longtemps serait dangereux. Les recherches et les témoignages avaient clairement montré que cette maison n'était pas un endroit où nous pouvions vivre en sécurité. Nous devions partir, et vite. Après plusieurs nuits de terreur, nous avons finalement pris la décision de partir. Chaque nouvelle apparition de la silhouette sombre rendait l'atmosphère de la maison plus oppressante. La peur était devenue notre compagne constante, et il était clair que rester ici plus longtemps n'était pas une option. Nous avons commencé à emballer nos affaires en hâte, chacun de nous surveillant constamment son environnement, craignant une nouvelle manifestation. La nuit avant notre départ, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je restais éveillé, écoutant chaque bruit, chaque craquement dans l'obscurité. Je me demandais si la silhouette apparaîtrait encore une fois pour nous dissuader de partir. Heureusement, la nuit est passée sans incident, mais le sentiment de malaise ne m'a jamais quitté. Le matin de notre départ, alors que nous chargions les dernières boîtes dans la voiture, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. Elle semblait si normale sous la lumière du jour, presque accueillante, mais je savais que les ténèbres cachaient des secrets que nous ne comprendrions jamais entièrement. Mes parents étaient visiblement soulagés de partir,
mais une part de moi ressentait une étrange tristesse en quittant cet endroit. Peut-être parce que, malgré tout, c'était devenu notre maison, même si elle était hantée. Nous avons quitté le village sans regarder en arrière. Une fois installés dans notre nouvelle maison, loin de Ravenscroft, nous avons tous commencé à nous sentir plus légers, comme si un poids énorme avait été levé de nos épaules. Les premières nuits furent paisibles, sans bruits étranges ni apparitions effrayantes. Pourtant, les souvenirs de notre expérience restaient gravés dans nos esprits. Avec le temps, nous avons repris une vie normale, mais les événements de cette maison hantée ne nous quittèrent jamais vraiment. Chaque fois que je pensais à cette silhouette sombre, un frisson me parcourait l'échine. J'évitais de parler de cette période de ma vie, sauf avec mes parents, qui partageaient les mêmes souvenirs terrifiants. Des années plus tard, je repense souvent à cette maison et à l'esprit qui la hantait. Je me demande si quelqu'un d'autre a osé y vivre depuis notre départ, et si les manifestations ont continué. Mais une chose est certaine, cette expérience m'a marqué à jamais. Elle m'a appris que certaines histoires de fantômes ne sont pas juste des contes pour faire peur aux enfants. Parfois, elles sont bien réelles, et elles laissent des cicatrices profondes, invisibles, mais toujours présentes. Avant de passer à l'histoire suivante, si vous avez aimé cette première, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Nous venions tout juste de nous installer dans notre nouvelle maison à Willow Creek, une petite ville pittoresque mais relativement isolée. Avec ma femme, Lisa, et nos 2 enfants, Émilie et Jacques, nous avions décidé de quitter l'agitation de la ville pour une vie plus paisible à la campagne. La maison que nous avions choisie était une ancienne demeure victorienne, majestueuse et pleine de caractère, située à l'écart du reste de la communauté. Dès notre arrivée, nous avons ressenti une certaine atmosphère dans cette maison. Bien que charmante, il y avait quelque chose de mystérieux, peut-être à cause de ces pièces poussiéreuses et de ces corridors sombres qui semblaient murmurer les secrets du passé. Les habitants du village nous avaient raconté quelques histoires sur l'ancienne maison, mais nous avons préféré les ignorer, pensant qu'elles faisaient partie des légendes locales que l'on raconte pour divertir les enfants ou effrayer les visiteurs. Ce fut Émilie, ma fille de 6 ans, qui mentionna pour la première fois le homme de la fenêtre. Cela se passa une nuit après notre déménagement. Alors que je l'endormais, elle m'a dit d'une voix innocente que quelqu'un l'observait depuis sa fenêtre. Je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait de l'imagination d'une enfant sensible au changement de son environnement. Le lendemain, cependant, Émilie reparla de cet homme. Elle affirmait qu'il apparaissait toujours à la même heure, la nuit tombée, immobile, la regardant fixement. Bien que nous n'ayons rien vu nous-mêmes, l'idée commença à me troubler légèrement, mais encore une fois, Lisa et moi avons supposé que c'était dû à la transition vers une nouvelle maison, combinée à la vive imagination de notre petite fille. Malheureusement, ce que nous pensions être de simples peurs d'enfants ne tarda pas à se transformer en une série d'événements étranges que nous ne pouvions plus ignorer. La maison, apparemment endormie depuis des décennies, semblait avoir commencé à s'éveiller peu à peu, chuchotant des avertissements que nous étions trop naïfs pour comprendre. Quelques semaines après notre emménagement, les choses ont commencé à devenir vraiment étranges dans notre maison. Tout a commencé par de petits incidents que nous aurions facilement pu attribuer à notre propre étourderie. Des objets disparaissaient de l'endroit où nous les avions laissés pour réapparaître à des endroits inattendus. Les portes de la maison se mettaient à craquer et à claquer sans raison apparente, même en l'absence de vent. La nuit, nous entendions des pas dans le couloir, mais chaque fois que je sortais de ma chambre pour vérifier, il n'y avait personne. Émilie continuait à parler de elle, homme de la fenêtre, avec une constance alarmante. Elle nous disait qu'il venait chaque nuit, et même Lisa, qui avait toujours été sceptique, commençait à s'inquiéter de la véracité des dires de notre fille. C'était comme si Émilie avait un lien inexplicable avec cet être mystérieux que nous ne pouvions voir. Un soir, alors que j'étais en train de préparer le dîner, Jacques, notre fils aîné, est entré en trombe dans la cuisine, les yeux écarquillés par la peur. Il venait de voir, depuis sa chambre, une silhouette sombre dehors, juste à l'orée du jardin. Il l'a décrite comme une ombre humanoïde avec des yeux qui brillaient dans l'obscurité, et un sourire figé qui ne semblait pas naturel. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas, et que ce n'était pas seulement l'imagination de mes enfants. La tension dans la maison était palpable. Lisa et moi avions de plus en plus de mal à trouver le sommeil, hantés par l'idée qu'une présence inconnue rôdait autour de nous. Plus je réfléchissais à la situation,
plus je me demandais si la maison elle-même n'essayait pas de nous faire passer un message à travers ces phénomènes étranges. Il était clair que nous devions découvrir ce qui se passait réellement, alors j'ai décidé de prendre des mesures pour comprendre et sécuriser notre maison. C'est ainsi que j'ai pris la décision d'installer des caméras de sécurité autour de la maison. Je voulais savoir si ce que Jacques avait vu était une simple hallucination ou si quelqu'un, ou quelque chose, nous épiait réellement. En même temps, je voulais rassurer ma famille en leur montrant que nous prenions ces événements au sérieux. Nous ne savions pas que cette décision allait révéler une réalité bien plus effrayante que ce que nous avions imaginé. Après avoir installé les caméras de sécurité autour de la maison, je me suis senti un peu plus rassuré. J'espérais que cela dissuaderait quiconque aurait de mauvaises intentions, ou au moins, que cela nous donnerait des preuves tangibles de ce qui se passait réellement. La première nuit, je ne pouvais pas dormir, alors je suis resté éveillé à regarder les flux vidéo en direct sur mon ordinateur portable. Au début, tout semblait normal. Les heures passaient lentement, et rien d'inhabituel n'apparaissait sur les écrans. Puis, quelque chose attira mon attention. C'était aux alentours de 3 heures du matin, le moment où, selon Émilie, elle, homme de la fenêtre, faisait son apparition. Sur l'un des écrans, je vis une silhouette sombre se tenir immobile dans le jardin, exactement en face de la fenêtre de la chambre d'Émilie. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. La silhouette était presque indiscernable, mais ses yeux brillaient d'une manière sinistre. Il ne faisait aucun mouvement, restant simplement là, fixant la maison comme s'il attendait quelque chose. J'étais pétrifié, incapable de détourner le regard. Je sentais une montée d'adrénaline me parcourir, et un sentiment de terreur me saisit alors que je réalisais que les enfants avaient dit la vérité. J'ai réveillé Lisa pour lui montrer les images. Elle fut tout aussi choquée que moi. En regardant la silhouette, un frisson glacé nous traversa, comme si nous étions observés non pas par un simple intrus, mais par quelque chose d'au-delà de la compréhension humaine. Nous avons continué à observer, et la figure s'est lentement déplacée, contournant la maison d'une manière presque spectrale avant de disparaître hors de vue, derrière le côté de la maison. Nous avons couru à l'étage pour vérifier les enfants. Émilie dormait paisiblement, et Jacques était encore éveillé, terrifié par ce qu'il avait vu. Le lendemain matin, j'ai décidé d'examiner les enregistrements de la veille. J'espérais qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise blague de l'un des adolescents du village, mais ce que j'ai découvert était bien plus troublant. La caméra de la cour arrière avait capturé des images de la silhouette passant devant une fenêtre, et à travers le reflet, j'ai vu un sourire tordu et des yeux fixes qui semblaient briller avec une intensité malveillante. Lisa et moi savions que nous devions faire quelque chose. Nous devions protéger notre famille, mais nous ne savions pas encore comment. Cette figure, cet homme de la fenêtre, n'était pas seulement un intrus. Il était bien réel, et il était clair qu'il avait l'intention de nous tourmenter. Après les découvertes terrifiantes des enregistrements, je me suis juré de ne jamais laisser Émilie hors de ma vue. Mais, malgré toutes nos précautions, les événements ont pris une tournure encore plus sombre. Émilie avait commencé à avoir des cauchemars de plus en plus intenses. Chaque nuit, elle se réveillait en criant que l'homme de la fenêtre était là pour la prendre. Les mots de ma fille étaient déchirants, et j'étais impuissant face à sa peur. Puis vint cette nuit fatidique. Tout semblait normal au départ, mais je me sentais nerveux et incapable de me détendre. Vers minuit, j'entendis un cri perçant venant de la chambre d'Émilie. Lisa et moi avons bondi hors du lit et avons couru à sa chambre. La porte était grande ouverte et sa fenêtre, d'habitude bien verrouillée, était maintenant entr'ouverte, laissant entrer un courant d'air glacial. Émilie n'était nulle part. Le lit était vide, les draps froissés, et sa peluche préférée était tombée au sol. Mon cœur s'arrêta un instant alors que je réalisais qu'elle avait disparu. Je me précipitai à la fenêtre, criant son nom dans le silence oppressant de la nuit, mais il n'y avait aucune réponse. En panique, je courus à mon bureau pour consulter les enregistrements des caméras de sécurité, les mains tremblantes et l'esprit confus. J'espérais désespérément voir ma fille apparaître sur l'écran, mais ce que je vis à la place me glaça le sang. La figure sombre, l'homme de la fenêtre, était dans la maison. Les images montraient cet être mystérieux se glissant dans la chambre d'Émilie, la prenant doucement par la main. Ce qui m'a choqué, c'est qu'Émilie semblait endormie ou en transe, suivant docilement la silhouette sans résistance. Je pouvais à peine respirer en voyant la figure traverser les murs comme si c'était une simple illusion. J'appelai immédiatement la police, mais je savais que le temps était compté. Lisa pleurait,
terrifiée et impuissante, tandis que je tentais d'expliquer ce que je venais de voir à l'agent au bout du fil. Les policiers arrivèrent rapidement et commencèrent à fouiller la maison et les environs. Cependant, malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent aucun signe d'effraction, ni aucune trace d'Emily ou de cet être. La communauté de Willow Creek, déjà discrète, devint encore plus silencieuse face à cet événement tragique. Les voisins semblaient savoir quelque chose que nous ignorions, mais personne n'osait en parler ouvertement. Le mystère de notre maison et de son occupant spectral restait intact. Les jours qui suivirent furent parmi les plus longs de ma vie. La disparition d'Emily était un cauchemar réveillé dont je ne pouvais me réveiller. Malgré mes prières et mes espoirs, chaque coucher de soleil apportait une nouvelle vague de désespoir. C'était comme si une partie de mon âme avait été arrachée avec Emily, et je me demandais si nous allions jamais la revoir. Quelques jours après la disparition d'Emily, alors que nous commencions à perdre espoir, une lueur d'espoir apparut de manière inattendue. C'était une matinée sombre et pluvieuse lorsque j'ai reçu un appel de la police. Ils avaient trouvé Emily, seule, dans une clairière de la forêt voisine. Elle était saine et sauve, mais désorientée, incapable de se souvenir de comment elle était arrivée là. Nous nous précipitâmes pour la rejoindre, nos cœurs battant d'un mélange d'inquiétude et de soulagement. Lorsqu'on la trouva, Emily semblait étrangement calme. Elle ne pouvait pas expliquer son absence ni se rappeler de l'homme de la fenêtre, sauf pour mentionner qu'il avait promis de la protéger. Cette révélation me mit mal à l'aise. Protéger de quoi, ou de qui? Je sentais que quelque chose n'allait toujours pas. Après avoir retrouvé Emily, il devint évident que nous ne pouvions plus rester dans cette maison. L'expérience avait été trop traumatisante, et nous savions que nous devions fuir cet endroit pour protéger notre famille. Nous avons pris la décision de déménager immédiatement, espérant laisser derrière nous les horreurs de Willow Creek. Nous avons quitté la maison victorieuse, mais les événements qui s'étaient déroulés continuaient à nous hanter. Emily semblait s'être remise de sa disparition, mais elle parlait parfois dans son sommeil, chuchotant des phrases inquiétantes qui me faisaient frissonner. Lisa et moi essayions de reconstruire notre vie, mais la tranquillité que nous avions cherchée en déménageant à Willow Creek nous avait échappé. Même après avoir quitté la maison, l'angoisse ne nous quitta pas. Je faisais encore des cauchemars où je voyais l'homme de la fenêtre, son visage obscurci par un sourire déformé, et je me réveillais en sueur, certain que ses yeux étaient toujours fixés sur moi. L'idée que cette présence pourrait nous suivre, ou que nous allions, était terrifiante. J'ai partagé notre histoire sur Reddit, cherchant désespérément des réponses et du réconfort. De nombreuses personnes ont répondu, partageant leur propre expérience similaire, et suggérant que peut-être, la maison elle-même n'était qu'un catalyseur pour quelque chose de plus ancien et de plus sinistre qui s'était attaché à nous. Une sorte de malédiction qui ne connaissait ni frontières ni murs. Finalement, je suis resté convaincu que nous n'étions pas à l'abri, et que l'homme de la fenêtre était bien plus qu'un simple intrus. Peut-être était-il un gardien, ou peut-être, un porteur de mauvaises nouvelles. Dans tous les cas, l'ombre de Willow Creek continuait de planer sur nous, nous rappelant que parfois, les fantômes de notre passé ne peuvent être oubliés. Je m'appelle Ravi, et en 2003, j'étais un jeune ingénieur passionné par l'histoire et à la recherche d'un endroit paisible pour m'installer. L'idée de vivre dans un village ancien et abandonné m'a toujours fasciné, et c'est ainsi que j'ai découvert Kuldara, un endroit entouré de mystères et de légendes. Les habitants du coin parlaient d'une malédiction qui pesait sur Kuldara, un village déserté du jour au lendemain par ses habitants des siècles auparavant. Les histoires de fantômes et de phénomènes surnaturels ne me faisaient pas peur, bien au contraire, elles attisaient ma curiosité. Avec la permission des autorités locales, j'ai donc décidé de m'installer dans l'une des vieilles maisons en ruine de ce village déserté. Mon but était de prouver que toutes ces légendes n'étaient que des superstitions infondées. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, j'ai rassemblé mes affaires et je me suis rendu à Kuldara. En arrivant, j'ai été frappé par le silence oppressant qui régnait dans le village. Les maisons en pierre étaient envahies par la végétation, et il y avait une étrange aura de désolation. Cependant, cela n'a fait que renforcer ma détermination. Je me suis installé dans une maison qui semblait être en meilleur état que les autres, prêt à commencer une nouvelle vie dans cet endroit empreint d'histoire. C'est ainsi que mon aventure à Kuldara a commencé, avec l'espoir de découvrir la vérité derrière les légendes et de prouver que les histoires de malédiction n'étaient que des mythes. Mais ce que j'ai vécu là-bas a rapidement transformé mon scepticisme en terreur pure.
La première nuit à Kuldara, j'étais excité et un peu nerveux à l'idée de passer ma première nuit seul dans ce village abandonné. Je m'étais installé dans une petite chambre à l'arrière de la maison, me disant que ce serait le meilleur endroit pour éviter les courants d'air. Alors que la nuit tombait, un silence presque palpable envahissait l'air. C'était un silence si lourd que le moindre bruit semblait amplifié. Vers minuit, alors que je m'apprêtais à m'endormir, j'ai commencé à entendre des pas légers venant de l'extérieur. Au début, j'ai pensé que c'était juste des animaux nocturnes, mais les pas semblaient trop réguliers et humains pour cela. Ils étaient accompagnés de susurrements indistincts, comme des voix murmurant dans un dialecte ancien que je ne pouvais pas comprendre. Mon cœur battait plus fort, mais je me suis forcé à rester calme, convaincu qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Plus la nuit avançait, plus la température chutait. Malgré les couvertures supplémentaires, j'avais l'impression que le froid pénétrait jusqu'à mes os. C'était un froid étrange, presque surnaturel, différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant. En frissonnant, je me suis levé pour vérifier les fenêtres, m'assurant qu'elles étaient bien fermées. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de vraiment inquiétant. Des ombres semblaient danser sur les murs, bougeant de manière erratique sans source de lumière apparente pour les projeter. Je me suis frotté les yeux, pensant que c'était juste ma fatigue qui me jouait des tours, mais les ombres continuaient leur danse macabre. Malgré ces signes troublants, j'ai décidé de rester. Mon esprit rationnel refusait de céder à la peur. Après tout, j'étais venu à Kuldara pour prouver que toutes ces histoires de fantômes n'étaient que des légendes. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que peut-être, j'avais sous-estimé la puissance de ce lieu oublié. La deuxième nuit à Kuldara, j'étais déterminé à rester malgré les événements étranges de la veille. Je refusais de laisser mes peurs prendre le dessus. Après une journée passée à explorer le village et à prendre des notes sur les anciennes structures, je me suis de nouveau installé dans la petite chambre à l'arrière de la maison. Cette nuit-là, le silence semblait encore plus oppressant. Je me suis couché, essayant de trouver le sommeil malgré l'anticipation et une certaine appréhension. Les pas légers et les susurrements ont recommencé à se faire entendre, mais cette fois, j'étais résolu à les ignorer. J'avais décidé de m'habituer à ces bruits, de les considérer comme une part normale de la vie dans ce village ancien. Cependant, vers minuit, un événement inattendu s'est produit. Je me suis réveillé en sursaut, sentant quelque chose de froid sur mon visage. En allumant ma lampe de poche, j'ai découvert avec horreur des marques de petites mains imprimées dans la poussière sur le sol autour de mon lit. Ces empreintes étaient clairement celles d'enfants, mais il n'y avait aucun enfant à des kilomètres à la ronde. Le choc et la peur ont commencé à s'infiltrer dans mon esprit. J'ai essayé de trouver une explication logique, peut-être des traces laissées par des animaux ou un phénomène naturel que je ne comprenais pas. Mais plus je regardais ces empreintes, plus elles semblaient étranges et inquiétantes. Le reste de la nuit, je suis resté éveillé, scrutant chaque coin de la pièce, écoutant attentivement le moindre bruit. Les ombres étaient toujours présentes, dansant sur les murs de manière erratique. Le froid intense me glaçait jusqu'aux os, et je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de sinistre se déroulait ici, quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Malgré tout cela, j'ai persisté. Mon esprit rationnel refusait d'abandonner face à l'inexplicable. Mais une petite voix à l'intérieur de moi commençait à murmurer que peut-être, juste peut-être, il y avait une part de vérité dans les anciennes légendes de Kuldara. La troisième nuit à Kuldara, j'étais épuisé mais déterminé à tenir bon. Les événements des nuits précédentes avaient ébranlé ma confiance, mais je n'étais pas prêt à abandonner. Après avoir passé la journée à explorer davantage le village et à essayer de trouver des explications logiques, je me suis préparé pour une autre nuit difficile. Vers minuit, le silence s'était installé de nouveau, plus oppressant que jamais. Les pas et les susurrements avaient repris, accompagnés par ce froid surnaturel qui semblait suinter des murs eux-mêmes. Je me suis couché, tentant désespérément de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Soudain, un cri perçant a déchiré le silence de la nuit. Je me suis redressé d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Ce cri n'était pas humain, il était aigu et désespéré, résonnant à travers les vieilles pierres de la maison. Tremblant, j'ai pris ma lampe de poche et j'ai scruté la pièce. C'est alors que je les ai vus. Les figures spectrales des anciens habitants de Kuldara entouraient mon lit. Leurs visages étaient pâles et translucides, marqués par une expression de tristesse et de désespoir profond. Leurs yeux vides semblaient me fixer,
comme s'ils cherchaient de l'aide ou du réconfort que je ne pouvais leur offrir. Paralysé par la peur, je ne pouvais pas bouger ni parler. Les spectres murmuraient des mots incompréhensibles, tendant leurs mains vers moi. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, mais j'étais figé, incapable de réagir. Finalement, rassemblant toute la force que je pouvais, j'ai réussi à sortir de mon état de torpeur. En un mouvement désespéré, j'ai attrapé mes affaires et j'ai couru hors de la maison, sans me retourner. La nuit était noire et glaciale, mais je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que je sois loin du village maudit. En quittant Kuldara, j'ai senti un poids se lever de mes épaules, mais une part de moi savait que j'avais été témoin de quelque chose de vraiment terrifiant et inexplicable. Les légendes étaient vraies, et je ne voulais jamais revivre une telle expérience. De retour dans ma ville d'origine, j'étais encore secoué par les événements terrifiants que j'avais vécus à Kuldara. J'ai tenté de partager mon expérience avec ma famille et mes amis, mais personne ne semblait vraiment comprendre l'ampleur de ce que j'avais vu. J'ai décidé qu'il était temps de révéler ce que j'avais vécu au grand public, espérant que mon histoire renforcerait la vérité derrière les légendes de Kuldara. J'ai contacté les médias locaux et raconté mon histoire en détail, décrivant les phénomènes inexplicables, les marques inquiétantes et surtout, les figures spectrales des anciens habitants qui m'avaient entouré. Mon récit a rapidement attiré l'attention des journalistes et des passionnés de paranormal. Les reportages ont été diffusés à la télévision et publiés en ligne, donnant une visibilité accrue à Kuldara et à sa réputation sinistre. Les réactions du public ont été mixtes. Certains étaient fascinés par mon témoignage et cherchaient à en savoir plus sur le village maudit, tandis que d'autres restaient sceptiques, attribuant les événements à une forme de stress ou de fatigue. Cependant, il était clair que mon histoire avait ravivé l'intérêt pour Kuldara et renforcé les croyances en la malédiction qui pesait sur le village. Depuis ce jour, aucun autre résident n'a tenté de s'installer à Kuldara. Le village est devenu un lieu de curiosité pour les amateurs de paranormal et les chasseurs de fantômes, mais personne n'ose y vivre, de peur d'affronter les mêmes terreurs que moi. La malédiction de Kuldara est désormais plus vivante que jamais, et mon expérience a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire effrayante de ce lieu oublié. C'était un été chaud lorsque j'ai décidé de rendre visite à mes grands-parents dans leur petit village reculé. Le village, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre, avait un charme ancien mais aussi une atmosphère légèrement oppressante. Les habitants, bien que sympathiques, murmuraient souvent à propos de vieilles légendes et d'histoires de fantômes, ce qui ajoutait une couche de mystère à l'endroit. Mes grands-parents vivaient dans une maison traditionnelle en bordure du village, entourée de champs et de forêts. Dès mon arrivée, j'ai été frappé par le silence pesant du lieu. C'était comme si le village lui-même gardait un secret sombre. Mon grand-père, un homme aux cheveux gris et aux yeux pétillants, aimait raconter des histoires locales, et c'est ainsi que j'ai entendu parler de la partie abandonnée du village. On disait que cette zone, laissée à l'abandon depuis des décennies, était le théâtre d'événements étranges et inexplicables. Les vieilles maisons de bois, en ruine, étaient évitées par les habitants superstitieux, qui croyaient fermement que des esprits y résidaient. Cette partie du village, enveloppée de mystères, attisait ma curiosité et celle de mes amis. Ainsi, un après-midi, nous avons décidé d'explorer cette zone interdite. Armés de nos lampes de poche et de notre bravoure juvénile, nous nous sommes aventurés dans les ruelles étroites et sombres, nos pas résonnant contre les pavés anciens. La chaleur de l'été semblait s'intensifier à mesure que nous nous approchions de la Maison des Ombres, une vieille maison en bois qui se dressait, solitaire et menaçante, à la lisière du village. En franchissant les barrières invisibles de cette zone abandonnée, une sensation de malaise s'empara de moi. Le murmure du vent dans les arbres ressemblait à des chuchotements, et chaque ombre semblait cacher un secret. C'était le début de notre aventure la plus terrifiante, une expérience qui allait nous hanter longtemps après cet été fatidique. Pendant ce séjour d'été chez mes grands-parents, mes amis et moi étions constamment à la recherche de nouvelles aventures pour combler nos journées. Après avoir entendu tant d'histoires sur la partie abandonnée du village, nous ne pouvions plus résister à la tentation. Un après-midi particulièrement chaud, nous avons pris notre courage à deux mains et décidé de partir explorer cette zone interdite. Nous nous sommes retrouvés chez moi, chacun apportant une lampe de poche, quelques provisions, et bien sûr, notre curiosité juvénile. Mes grands-parents étaient un peu inquiets lorsque nous leur avons dit que nous allions explorer le village, mais ils ne savaient pas exactement ce que nous avions en tête. Avec un sourire complice, nous avons quitté la maison,
nos cœurs battant à l'unisson entre excitation et appréhension. Le chemin vers la partie abandonnée du village n'était pas long, mais à chaque pas, nous sentions une atmosphère de plus en plus pesante nous entourer. Les vieilles ruelles semblaient presque nous avaler, avec leurs pavés irréguliers et leurs murs recouverts de lierre. À mesure que nous approchions de notre destination, un silence oppressant s'installait, seulement interrompu par le craquement de nos pas sur les feuilles mortes. Arrivés à l'entrée de la zone abandonnée, nous avons ressenti un frisson collectif. Devant nous se dressait la Maison des Ombres, une vieille bâtisse en bois, partiellement effondrée, mais encore imposante. Son aspect délabré et les légendes qui l'entouraient la rendaient encore plus intimidante. Nous avons échangé des regards, cherchant du courage les uns chez les autres, avant de franchir le seuil de ce lieu mystérieux. Chaque pas que nous faisions à l'intérieur de la maison semblait résonner dans un écho sinistre. Les planches du sol craquaient sous nos pieds, et une odeur de moisie et de poussière envahissait nos narines. L'excitation initiale avait fait place à une tension palpable. C'est alors que nous avons entendu les premiers chuchotements, faibles mais distincts, comme si les murs eux-mêmes murmuraient leurs secrets oubliés. La Maison des Ombres se tenait devant nous, imposante malgré son état délabré. En approchant, une sensation de malaise grandissait en moi, comme si une force invisible cherchait à nous repousser. L'entrée était à demi effondrée, mais nous avons réussi à nous faufiler à l'intérieur, éclairant notre chemin avec nos lampes de poche. Dès que nous avons mis les pieds à l'intérieur, une odeur de moisie et de bois pourri nous a envahis. Les murs, autrefois blancs, étaient maintenant couverts de saleté et de graffitis incompréhensibles. La lumière de nos lampes dansait sur les surfaces, créant des ombres inquiétantes qui semblaient bouger d'elles-mêmes. Le silence était total, interrompu seulement par le craquement sinistre des vieilles planches sous nos pieds. Nous avons commencé à explorer, chacun dans un état de nervosité palpable. Chaque recoin de la maison semblait respirer une histoire sinistre. C'est alors que nous avons trouvé une pièce au fond du couloir principal. En y entrant, nous avons découvert des symboles étranges gravés sur les murs. Ils étaient composés de lignes et de cercles, formant des motifs incompréhensibles qui donnaient l'impression d'avoir une signification cachée. Soudain, un bruit léger mais distinct a attiré notre attention. En nous retournant, nous avons aperçu une figure sombre passant rapidement devant une fenêtre cassée. C'était comme un fantôme glissant dans la pénombre, à peine visible mais suffisamment clair pour nous glacer le sang. La peur nous a saisis, et nous avons immédiatement senti le besoin de sortir de cet endroit maudit. Nous avons couru vers la sortie, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la maison. Dehors, l'air frais de l'été n'a pas réussi à calmer notre frayeur. Nous avons continué à courir jusqu'à ce que nous soyons de retour chez mes grands-parents, la sensation d'être suivis pesant lourdement sur nos épaules. De retour chez mes grands-parents, nous avons essayé de reprendre notre souffle et de rationaliser ce que nous venions de vivre. Mais plus nous y réfléchissions, plus cela semblait inexplicable. La nuit tombait et la maison de mes grands-parents offrait un répit temporaire à notre frayeur. Cependant, une étrange sensation de malaise ne me quittait pas. Le lendemain, nous avons discuté de notre expérience et décidé de retourner sur place, en plein jour cette fois, pour vérifier si ce que nous avions vu était réel ou simplement le produit de notre imagination collective. En arrivant à la Maison des Ombres, la lumière du jour ne réussissait pas à dissiper l'aura sinistre du lieu. Nous avons retrouvé les mêmes symboles étranges gravés sur les murs. En les examinant de plus près, ils semblaient encore plus sinistres sous la lumière naturelle, comme s'ils étaient vivants. Pendant que nous explorions une autre pièce, un de mes amis a soudainement crié. Nous nous sommes précipités vers lui et l'avons trouvé, pétrifié, pointant du doigt une ombre distincte dans un coin sombre de la pièce. La figure semblait humanoïde, mais n'avait pas de traits discernables. Juste une masse sombre qui nous observait. La terreur a immédiatement refait surface, et nous avons senti une pression immense, presque physique, nous écraser. C'est à ce moment-là que nous avons entendu des chuchotements, semblables à ceux de la première nuit, mais cette fois, ils étaient plus forts et semblaient provenir de toutes les directions. Les murs eux-mêmes semblaient vibrer avec une énergie malsaine. La panique nous a saisis, et nous avons de nouveau fui la maison, plus vite que jamais. Les jours suivants ont été étranges. Un de mes amis est tombé gravement malade sans raison apparente. Les médecins ne pouvaient pas expliquer son état, et il semblait sombrer de plus en plus dans une sorte de délire. Pendant ce temps,
La sensation d'être observé et suivi persistait pour nous tous, même loin de la maison des ombres. La peur s'était installée dans nos esprits, et rien ne semblait pouvoir la chasser. Après notre deuxième visite à la maison des ombres, les événements étranges se sont intensifiés. Mon ami, qui était tombé malade, semblait de plus en plus hanté par quelque chose qu'il refusait de décrire. Il délirait souvent, murmurant des mots incompréhensibles qui ressemblaient aux chuchotements que nous avions entendus dans la maison. Une nuit, alors que je restais éveillé à la maison de mes grands-parents, j'ai entendu des bruits légers mais distincts venant de l'extérieur. En regardant par la fenêtre, j'ai aperçu des ombres bouger autour de la maison, comme si elles nous encerclaient. J'ai réveillé mes grands-parents, mais quand ils sont arrivés, les ombres avaient disparu. Ils ont mis cela sur le compte de mon imagination, mais je savais ce que j'avais vu. Le lendemain, une nouvelle choquante s'est répandue dans le village. La maison des ombres avait été incendiée pendant la nuit. Les habitants, excédés par les rumeurs et les peurs qui entouraient ce lieu, avaient décidé de mettre fin à son existence en y mettant le feu. Tandis que les flammes consumaient la vieille bâtisse, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'inquiétude. Était-ce vraiment la fin de ce cauchemar, ou est-ce que cela allait aggraver les choses? Dans les jours qui ont suivi, mon ami malade a commencé à se rétablir, mais il était changé, comme si une partie de lui avait été laissée derrière dans cette maison maudite. Pour moi et le reste de notre groupe, la peur persistait. Nous évitions de parler de ce qui s'était passé, mais les souvenirs et les sensations demeuraient. En repensant à ces événements, je me rends compte que certaines choses ne peuvent pas être simplement expliquées ou oubliées. La maison des ombres avait laissé une marque indélébile sur nous tous, une marque que le temps ne pouvait effacer. Nous avions frôlé quelque chose de profondément maléfique, et même si la maison n'était plus, ces ombres nous suivaient toujours. Nous avions toujours rêvé de vivre loin de l'agitation de la ville, alors quand nous avons trouvé cette maison de campagne pittoresque dans un petit village niché au cœur des montagnes, cela nous a semblé parfait. C'était une vieille maison, avec une histoire que les pierres semblaient porter en elle. En approchant de la maison pour la première fois, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de sérénité. Le village semblait paisible, les habitants discrets mais courtois. Nous pensions avoir trouvé notre havre de paix. Cependant, dès les premiers jours, quelque chose dans l'air semblait lourd, presque oppressant. Les pièces de la maison étaient remplies de vieux meubles, comme si le temps s'y était arrêté. Malgré le charme rustique, il y avait une sensation persistante de présence, comme si la maison elle-même respirait, observait. C'était subtil, mais suffisant pour nous mettre, inconsciemment, sur nos gardes. Peu de temps après notre installation, les premières choses étranges ont commencé à se produire. Au début, c'était subtil, presque imperceptible. Des objets semblaient changer de place sans que personne ne les ait touchés. Un jour, j'ai trouvé une chaise dans le salon déplacée vers la fenêtre, bien que je sois sûr de l'avoir laissée près de la table. Mon conjoint et moi avons d'abord pensé que nous étions simplement fatigués et que nous ne faisions pas attention. Puis, les bruits ont commencé. Des pas lourds résonnaient dans le grenier au-dessus de nous, principalement la nuit. Nous avons vérifié plusieurs fois, mais il n'y avait rien. Juste un espace vide et poussiéreux. Les bruits semblaient se déplacer, parfois dans les murs, d'autres fois directement au-dessus de nos têtes. Par moments, nous percevions une silhouette sombre du coin de l'œil, mais elle disparaissait dès que nous nous retournions pour la voir. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose jouait avec notre perception. Ces incidents devenaient de plus en plus fréquents et difficiles à ignorer. Nous commencions à ressentir une tension constante, une peur sourde qui s'insinuait dans notre quotidien. Le sentiment oppressant de la maison devenait de plus en plus palpable, et avec lui, la sensation dérangeante que nous n'étions pas seuls. Alors que les événements étranges se multipliaient, nous avons décidé de parler aux habitants du village pour essayer d'en savoir plus sur la maison. Nous avons commencé à poser des questions discrètes à nos voisins, cherchant à comprendre s'ils savaient quelque chose sur l'histoire de notre maison ou avaient vécu des expériences similaires. Au début, les réponses étaient vagues. Les villageois semblaient réticents à parler de la maison, comme si un tabou entourait le sujet. Certains changeaient de sujet ou se contentaient de hausser les épaules. Finalement, une vieille femme, l'air grave, nous a confié à voix basse que la maison avait une réputation sombre. Selon elle, elle appartenait autrefois à un homme qui, après avoir vécu seul pendant de nombreuses années, avait perdu la raison et s'était volatilisé, sans laisser de traces. Cette révélation nous a secoués.
Le mystère autour de cet homme et de sa disparition, couplé aux événements étranges que nous vivions, commençait à prendre une dimension inquiétante. Les villageois évitaient de parler de lui ou de ce qui avait pu se passer, ce qui rendait l'atmosphère encore plus lourde de secrets non dits. Nous sentions que quelque chose de profond et de sombre habitait encore cette maison, quelque chose qui résistait à être mis en lumière. Un jour, en explorant le sous-sol pour chercher des outils, nous sommes tombés sur une vieille malle en bois cachée derrière des cartons. Curieux, nous l'avons ouverte et découvert des journaux intimes poussiéreux appartenant à l'ancien propriétaire. C'était un homme nommé Henri, et ses écrits révélaient un côté de la maison que nous n'avions pas imaginé. Les journaux décrivaient les derniers mois de sa vie avec une précision effrayante. Henri racontait comment il avait commencé à entendre des bruits étranges, tout comme nous, et à voir des ombres furtives dans les coins de la maison. Il écrivait que ces phénomènes s'étaient intensifiés avec le temps, devenant de plus en plus menaçants. Henri croyait fermement qu'une entité maléfique résidait dans la maison et cherchait à s'emparer de son esprit. À mesure que nous lisions ces récits, un frisson glacé parcourait notre échine. Les détails qu'il décrivait correspondaient exactement à ce que nous vivions. Les mêmes pas lourds, les objets déplacés, cette présence invisible mais oppressante. Il parlait même de visions d'une silhouette sombre, tapie dans les ombres, qui semblait le surveiller constamment. Henri décrivait sa peur grandissante, son isolement et sa lutte désespérée pour comprendre ce qui lui arrivait. Ces journaux révélaient une descente progressive dans la folie, alors qu'Henri devenait de plus en plus paranoïaque et convaincu que la maison était maudite. Le dernier journal s'achevait brusquement, sans explication, laissant un vide angoissant sur ce qui avait pu lui arriver. En refermant les journaux, nous avons réalisé que nous étions peut-être en train de suivre le même chemin sombre que lui. Les jours suivants, les phénomènes paranormaux se sont intensifiés de manière alarmante. Des bruits stridents résonnaient dans toute la maison, des portes claquaient violemment sans raison apparente, et nous ressentions constamment une présence glaciale qui semblait nous observer. Une nuit, j'ai été réveillé par un bruit terrifiant venant du grenier, comme si quelque chose de lourd se traînait sur le sol. En montant les escaliers, j'ai entendu des murmures indistincts, presque inhumains. La peur s'est transformée en terreur pure. Les lumières clignotaient, les murs semblaient vibrer d'une énergie sinistre, et cette silhouette sombre apparaissait de plus en plus souvent, toujours dans les coins les plus sombres de la maison. C'était devenu insupportable. Chaque membre de notre famille ressentait la même chose. Une oppression constante, une angoisse qui nous empêchait de dormir ou de penser clairement. Nous avons compris que rester ici serait dangereux. Dans une panique croissante, nous avons décidé de quitter la maison. Cette nuit-là, nous avons rassemblé nos affaires à la hâte, jetant tout ce que nous pouvions dans les valises. Alors que nous nous apprêtions à sortir, un dernier événement glaçant s'est produit. Depuis le grenier, un rire sinistre, moqueur, a retenti, glacé et déformé, comme si la maison elle-même se réjouissait de notre départ. Nous avons quitté la maison sans regarder en arrière, le cœur battant, le souffle court. Même à l'extérieur, l'écho de ce rire résonnait encore dans nos oreilles, et une lourdeur pesait sur nos épaules. Nous savions que quelque chose d'inexpliqué, d'inhumain, hantait cette maison, et que nous avions eu de la chance de partir avant qu'il ne soit trop tard. Nous avions toujours rêvé d'une retraite tranquille loin de l'agitation de la ville, alors quand nous avons trouvé cette ancienne maison dans un villarejo isolé, à la lisière d'une forêt dense, nous avons sauté sur l'occasion. La maison était vaste, avec des murs en pierre et un jardin envahi par les herbes sauvages, mais elle avait un charme rustique qui nous attirait. En arrivant, nous avons été frappés par la sérénité du lieu. Le villarejo semblait être un petit havre de paix, éloigné des tumultes du monde moderne. Les voisins étaient amicaux, bien que discrets, et l'air était frais et pur. Nous avons commencé à nous installer, imaginant une vie paisible, rythmée par le chant des oiseaux et les promenades en forêt. Cependant, dès le début, quelque chose nous mettait mal à l'aise, bien que nous n'arrivions pas à mettre le doigt dessus. La maison, bien que belle, avait une ambiance étrange, comme si elle cachait des secrets sous ses vieux planchers et ses poutres anciennes. Malgré cela, nous étions déterminés à profiter de notre nouveau départ. Les premiers mois dans notre nouvelle maison étaient censés être un rêve devenu réalité, mais rapidement, des choses étranges ont commencé à se produire. Nous avons remarqué que les portes se fermaient toutes seules, souvent avec un claquement sec qui résonnait dans le silence de la maison. Nous pensions d'abord que c'était le vent, mais la maison était plutôt bien protégée contre les courants d'air. Puis,
Nous avons entendu des bruits de pas lourds venant de l'étage supérieur, même si personne n'était là. Ces bruits semblaient suivre notre rythme, comme si quelqu'un marchait juste au-dessus de nos têtes. Nous avons vérifié à plusieurs reprises, mais il n'y avait rien, juste un vide oppressant. Le plus perturbant, c'était la sensation constante d'être observé. Même lorsque nous étions assis dans le salon ou en train de dîner, nous avions l'impression que quelqu'un ou quelque chose se tenait dans l'ombre, nous scrutant. Ma femme a commencé à faire des cauchemars terrifiants, peuplés de figures sombres qui semblaient sortir des coins les plus sombres de la maison. Les objets commençaient à apparaître déplacés, sans explication. Des bibelots et des meubles étaient trouvés ailleurs que leur emplacement habituel, comme si une force invisible les manipulait. Nous avons essayé de rationaliser tout cela, pensant que nous devions nous adapter à notre nouvel environnement, mais une inquiétante certitude grandissait en nous. Quelque chose n'allait pas. Inquiets par les phénomènes de plus en plus troublants, nous avons décidé de creuser l'histoire de notre maison. Nous avons commencé à poser des questions aux voisins, espérant obtenir quelques informations sur les anciens occupants. Au début, les réponses étaient vagues et les gens semblaient réticents à parler de la maison. Finalement, une vieille femme du village, après beaucoup de réticences, nous a révélé que l'ancien propriétaire de la maison avait disparu de manière mystérieuse il y a plusieurs décennies. Selon elle, il avait été vu pour la dernière fois en train d'entrer dans la forêt qui borde le villarejo. Les détails étaient flous, mais il était clair que cet homme avait laissé derrière lui une aura de mystère et d'inquiétude. Nous avons décidé d'en savoir plus et avons consulté les archives locales. Nous avons découvert un rapport de police ancien qui confirmait que l'homme avait disparu sans laisser de traces. Les autorités avaient mené une enquête, mais aucun indice n'avait permis de le retrouver. Les rapports faisaient également mention de rumeurs selon lesquelles il aurait été impliqué dans des activités peu recommandables. Ces découvertes nous ont laissés perturbés. La maison et ses événements étranges semblaient désormais être liés à cette disparition inexpliquée. La sensation de malaise grandissait, et nous avions l'impression que les réponses que nous cherchions nous entraînaient encore plus profondément dans l'obscurité de notre nouvelle maison. En fouillant dans le grenier pour trouver des objets utiles, nous avons fait une découverte inattendue, une trappe dissimulée sous une vieille couverture. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, nous avons réussi à ouvrir la trappe, révélant un escalier étroit menant à un sous-sol caché. Le sous-sol était un espace sombre et poussiéreux, rempli de vieilles affaires et d'objets étranges. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'étaient les rangées de carnets et de papiers éparpillés sur des étagères rudimentaires. Nous avons commencé à feuilleter les carnets, et ce que nous avons trouvé était terrifiant. Les écrits appartenaient à l'ancien propriétaire de la maison, un homme qui semblait obsédé par des pratiques occultes. Les carnets décrivaient en détail des rituels et des invocations visant à obtenir un pouvoir surnaturel. Les pages étaient remplies de symboles étranges et de diagrammes complexes, ainsi que de descriptions d'une entité qu'il avait tenté d'invoquer mais qu'il ne parvenait pas à contrôler. Vers la fin des carnets, il y avait des notes désespérées sur les conséquences de ces rituels. L'homme écrivait comment la présence de cette entité semblait croître, et il avait exprimé une terreur croissante face à ce qu'il avait libéré. Il avait laissé des avertissements clairs. L'entité qu'il avait appelée était puissante et malveillante, et il semblait qu'il avait perdu tout contrôle sur elle. La découverte de ces écrits nous a glacés. Nous comprenions maintenant que les phénomènes étranges que nous avions observés n'étaient peut-être pas simplement des coïncidences. Il semblait que nous étions devenus les témoins d'une présence que l'ancien propriétaire n'avait pas réussi à maîtriser. La situation est devenue intenable. Les événements étranges se sont intensifiés, culminant en une nuit que nous n'oublierons jamais. Tout a commencé par une sensation oppressante qui est tombée sur nous, comme une couverture glaciale et invisible. Les bruits dans la maison étaient devenus presque incessants. Des chuchotements dans les murs, des grincements au plafond, et des portes qui se fermaient avec des claquements sinistres. Cette nuit-là, nous avons entendu des murmures distincts provenant des murs de la maison, des voix chuchotant dans une langue inconnue. Ma femme était terrifiée, incapable de dormir, et je partageais son angoisse. Nous avons tenté de vérifier la source des bruits, mais chaque pièce semblait encore plus menaçante que la précédente. À un moment donné, nous avons entendu un rire sinistre, presque moqueur, émanant du grenier. Ce rire semblait se jouer de notre terreur, nous rendant fous. L'atmosphère dans la maison était si chargée de malveillance que nous avions l'impression que quelque chose de non humain se délectait de notre détresse. Nous avons pris une décision immédiate. Nous ne pouvions plus rester dans cette maison,
ce lieu devenu un cauchemar éveillé. En rassemblant rapidement nos affaires, nous avons senti que chaque seconde passait comme une éternité. Avant de quitter les lieux, nous avons entendu une dernière fois ce rire macabre, comme un adieu cruel de la maison. Nous avons quitté la maison en hâte, le cœur battant la chamade, avec une certitude troublante que quelque chose de profondément maléfique résidait encore dans ces murs. L'expérience nous a laissés avec une peur persistante et une profonde inquiétude, sachant que nous avions échappé à quelque chose de bien plus sinistre que nous ne l'avions imaginé. Je me souviens encore de cette journée où j'ai décidé de m'échapper de la ville pour un petit village isolé, niché au cœur de la campagne française. Après des heures de route sinueuse à travers des paysages pittoresques mais déserts, j'arrivais enfin à destination. Le village semblait figé dans le temps, avec ses vieilles maisons en pierre et ses rues pavées désertes. L'air était frais, presque trop calme, comme si le lieu lui-même retenait son souffle. À mon arrivée, les villageois me regardaient avec curiosité, leur regard se posant sur moi comme si j'étais une anomalie. Une vieille femme m'accueillit à l'auberge locale, une petite bâtisse à l'aspect chaleureux mais légèrement délabré. Son sourire était amical, mais je pouvais discerner une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Pendant que je m'installais dans ma chambre, j'entendis des murmures à propos d'une maison abandonnée, située à la périphérie du village. Les histoires étaient nombreuses et variées, mais toutes convergeaient vers un point commun. Cette maison était hantée par l'esprit d'une femme disparue mystérieusement il y a des décennies. Les villageois semblaient éviter le sujet, leur voix baissant instinctivement lorsqu'ils en parlaient. Ma curiosité était piquée, mais pour l'instant, je me contentais de savourer la tranquillité apparente du village. Le soir venu, assis dans la petite salle à manger de l'auberge, j'écoutais attentivement les histoires racontées par les villageois. Chacune semblait plus sinistre que la précédente, et bien que je sois sceptique par nature, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un léger frisson. C'est ainsi que, malgré les avertissements implicites, je pris la décision de visiter cette maison abandonnée, persuadé que tout cela n'était que superstition et folklore local. Le lendemain matin, après une nuit étonnamment paisible, je décidai de me mêler davantage aux villageois pour en savoir plus sur cette fameuse maison abandonnée. La curiosité me poussait à découvrir la vérité derrière ces histoires troublantes. Je passai la matinée à discuter avec différents habitants, essayant de recueillir autant d'informations que possible. C'est alors que je rencontrai Jean, un vieil homme au visage marqué par les années, qui semblait connaître chaque recoin du village. Il m'invita à le suivre jusqu'à un petit café où il aimait passer ses matinées. Là, devant une tasse de café fumante, il me raconta l'histoire de la maison. Selon lui, elle appartenait autrefois à une femme nommée Élise, une jeune veuve qui avait mystérieusement disparu une nuit d'hiver, laissant derrière elle une maison plongée dans le silence et le mystère. Jean parla de bruits étranges, de murmures inaudibles et de lumières vacillantes que certains avaient aperçues dans la maison longtemps après la disparition d'Élise. Les habitants évitaient soigneusement l'endroit, surtout à la tombée de la nuit. Quelques-uns, pourtant, avaient tenté de percer le mystère, mais tous étaient revenus terrifiés, refusant de parler de ce qu'ils avaient vu ou entendu. Ma curiosité, loin de s'apaiser, ne faisait que grandir. Chaque récit semblait ajouter une nouvelle couche d'énigmes à cette maison déjà bien mystérieuse. Je ne pouvais m'empêcher de penser que tout cela n'était qu'une série de coïncidences ou d'exagérations, amplifiées par l'imagination des villageois. Pourtant, quelque chose en moi voulait voir de mes propres yeux ce qui se cachait derrière ces légendes. Ce soir-là, après avoir écouté attentivement les récits de plusieurs villageois, je pris la décision de me rendre à la maison abandonnée le lendemain. Je voulais prouver, à eux et à moi-même, qu'il n'y avait rien de surnaturel dans cette histoire. Mais au fond de moi, un léger doute persistait, une petite voix me murmurait que je devais peut-être prendre leurs avertissements au sérieux. Le lendemain, armé d'une lampe de poche et d'un carnet pour prendre des notes, je me dirigeai vers la maison abandonnée. Le chemin qui y menait était envahi par la végétation, comme si la nature elle-même tentait de dissimuler ce lieu maudit. Plus j'approchais, plus l'air semblait se charger d'une lourde atmosphère, presque palpable. La maison se dressait finalement devant moi, sombre et silencieuse, avec ses fenêtres brisées et sa façade délabrée. Je poussai la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. L'intérieur était encore plus lugubre que je ne l'avais imaginé. Les murs étaient couverts de moisissures, et un froid glacial semblait imprégner chaque recoin. J'allumai ma lampe de poche et commençai à explorer les pièces une à une.
Chaque pas résonnait de manière inquiétante dans le silence pesant. Dans le salon, je trouvais des meubles couverts de draps poussiéreux, comme si la maison avait été abandonnée en toute hâte. Soudain, j'eus l'impression que quelqu'un m'observait. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Ce n'était que le début de ma descente dans l'inexplicable. À mesure que j'avançais, des ombres semblaient danser à la périphérie de ma vision, disparaissant dès que je tentais de les fixer. Dans une des chambres, un vieux miroir attira mon attention. En m'approchant, je crus voir une silhouette derrière moi, mais en me retournant, je ne vis rien. Le sentiment d'être surveillé devenait de plus en plus intense, et mon scepticisme initial commençait à vaciller. Puis, alors que j'entrais dans ce qui semblait être la chambre principale, j'entendis un léger murmure, comme un souffle. Mon cœur s'accéléra. Je scrutai la pièce avec ma lampe, mais ne vis rien d'anormal. Pourtant, ce murmure continuait, presque imperceptible, mais indéniablement présent. Une sensation de peur glaciale s'empara de moi. Décidant qu'il était temps de partir, je retournai précipitamment vers la sortie. Une fois dehors, je me sentis légèrement soulagé, mais une inquiétude persistante me suivait. Cette maison n'était pas simplement vieille et abandonnée. Elle semblait habitée par quelque chose d'invisible, quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. Cette nuit-là, de retour à l'auberge, je peinais à trouver le sommeil. Les images de la maison abandonnée hantaient mon esprit, et chaque craquement de bois ou souffle de vent à l'extérieur me mettait sur le qui-vive. Vers minuit, alors que je commençais enfin à sombrer dans un sommeil agité, je fus brusquement réveillé par un bruit de pas venant du couloir. Je me redressai d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Les pas se rapprochaient, lents et lourds, comme si quelqu'un arpentait le couloir juste devant ma porte. Je retins mon souffle, essayant de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais les pas étaient bien réels, et bientôt, ils s'arrêtèrent juste devant ma chambre. Un silence pesant s'installa, puis j'entendis un léger grattement, comme si quelque chose ou quelqu'un effleurait la porte. La peur me paralysait, mais je rassemblai tout mon courage pour me lever et m'approcher doucement de la porte. Juste au moment où je posai la main sur la poignée, un murmure glacial se fit entendre, indistinct mais terrifiant. Je reculai précipitamment, trébuchant presque. Tremblant, je retournai dans mon lit, espérant que cela cesse. Mais les bruits continuèrent, des chuchotements épars, des pas légers comme ceux d'un enfant, se mélangeant avec le vent qui hurlait dehors. La sensation d'être observé se fit de plus en plus forte, comme si une présence invisible envahissait la pièce. J'avais l'impression que l'air lui-même était devenu lourd et oppressant. Je tentais de me raisonner, de me rappeler que tout cela ne pouvait être que le fruit de mon imagination, exacerbée par les histoires que j'avais entendues et mon exploration de la maison. Mais chaque bruit, chaque ombre semblait contredire cette tentative de rationalité. La terreur montait en moi, me laissant complètement désemparé. Au petit matin, épuisé et encore secoué par les événements de la nuit, je décidai de mener des recherches plus approfondies sur la maison et ses précédents visiteurs. Je me rendis à la bibliothèque locale et fouillai les archives du village. Les récits que je découvris étaient effrayants. Plusieurs personnes avaient rapporté des expériences similaires à la mienne, parlant de bruits inexplicables, de murmures et de présences invisibles. Ces découvertes confirmèrent mes pires craintes. Il se passait vraiment quelque chose de sinistre dans ce village, et particulièrement dans cette maison abandonnée. La peur que j'avais ressentie la nuit précédente n'était pas infondée. Je pris alors une décision. Il était temps de quitter cet endroit avant que les événements ne deviennent encore plus dangereux. Sans perdre un instant, je rassemblai mes affaires et quittai l'auberge à la première lumière du jour. Mon esprit était encore engourdi par la fatigue et la terreur de la nuit précédente, mais une chose était claire, je devais quitter ce village. Je traversai les rues désertes, évitant les regards curieux des rares villageois que je croisais, et me dirigeai vers ma voiture garée à l'entrée du village. Alors que je m'apprêtais à partir, la vieille femme de l'auberge vint me voir. Elle avait l'air inquiète et me demanda si tout allait bien. Je ne pus m'empêcher de lui raconter, en quelques mots, les événements de la nuit. Elle hocha la tête gravement, comme si elle avait déjà entendu ces histoires des dizaines de fois. « Vous avez fait le bon choix en partant », me dit-elle. « Cette maison a un pouvoir sombre sur ceux qui osent s'en approcher. » Sur la route du retour, je repassai mentalement tout ce que j'avais vécu. Les histoires des villageois, la maison abandonnée, les événements surnaturels de la nuit.
Tout cela formait un tableau de plus en plus sinistre. J'avais toujours été un sceptique, quelqu'un qui cherchait des explications rationnelles à tout. Mais cette expérience ébranla mes convictions les plus profondes. Il y avait quelque chose dans ce village et cette maison qui échappait à la raison. Une fois de retour chez moi, je décidai de ne jamais révéler le nom du village ni l'emplacement exact de la maison à qui que ce soit. J'avais compris que certaines choses devaient rester cachées, loin des regards curieux. Pour moi, cette aventure resterait un avertissement, une leçon sur les limites de la curiosité humaine face à l'inconnu. Je repensais souvent à cette expérience, et chaque fois, un frisson me parcourait l'échine. Je savais que je ne retournerais jamais dans ce village. Les habitants, eux, continuaient à vivre sous l'ombre constante de cette maison hantée, acceptant son existence comme une partie inévitable de leur quotidien. Pour moi, cependant, ce souvenir resterait un rappel permanent de la mince frontière entre le monde que nous connaissons et les ténèbres qui se cachent juste au-delà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, veuillez laisser un like et vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles histoires de terreur. Je publie des vidéos tous les lundis, mercredis et vendredis, alors activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et si vous avez un récit macabre ou effrayant, laissez-le dans les commentaires. Merci pour votre audience et à la prochaine vidéo.